Parfois, dans les ateliers ou les pratiques de poésie ou de théâtre, même de danse, on propose ceci aux enfants. Tu fermes les yeux, vous fermez les yeux, vous écoutez le poème ou le texte qui va vous être offert, et puis tu captures les mots qui vont te toucher, qui vont te plaire, même si tu ne les comprends pas. Alors j'ai fait ça un petit peu. Ce n'était pas tout à fait un poème aujourd'hui, mais bon, nous étions quand même du côté de l'art. Alors on nous a dit pensée, imaginaire, ludique, artiste, enjeu. On nous a dit émancipation, autonomie, coopération, valeur. On nous a dit sensible, conviction et même farouche. Temps, fabrique, parole, souffle, solidarité. On nous a dit aussi système, fondement, incitation, ambition responsable, partagé, complexe, inventivité. On nous a dit alliance, représentation, territoire, accueil, apprendre, comprendre, Prométhée, symbole, singulier, désir, choix. Sans doute est-ce que votre propre moisson est un peu différente de la mienne, à chacun sa moisson. Il me semble cependant que nous avons là une matière assez prodigieuse pour écrire ensemble un très beau texte, ou pour le danser, qui sait, ou pour le mettre en image. En tout cas, nous avons une très belle matière pour bâtir ensemble et relever ce défi qui se présente un peu comme une gageure de l'aménagement des rythmes scolaires. Mon impression aussi, en vous entendant tous, c'est qu'en fait, en parlant des talents cachés qu'évoquait Eric ce matin, j'ai l'impression qu'il y a ici, nous avons tous énormément de talents cachés ou déjà révélés, ou en tout cas peut-être cachés aux yeux des autres, et que effectivement ces talents ne demandent qu'à se révéler et se conjuguer. Avant de venir vous voir, je m'étais dit on va parler d'art et on va parler d'enfance. On va parler de l'intérêt des enfants. Et donc du coup j'ai rattaché à un pan de ce que moi je fais dans mon activité professionnelle, qui est de s'occuper de l'application de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et si vous en êtes d'accord, je vous redonnerai bien 4 articles de cette Convention internationale des droits de l'enfant qui nous occupe ici, en tant que c'est un texte supraconstitutionnel qui s'impose à toutes les lois, tous les règlements, tous les décrets de notre Constitution, de même que dans tous les États partis et dans le monde actuellement, puisque ça relève de l'ONU, il n'y a que 2 États qui n'aient pas ratifié cette convention. L'article 12 dit « Les États partis garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question qui l'intéresse, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. » L'article 13 dit « L'enfant a le droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre les informations et les idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant. » Article 28. Les États partis reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances. Cet article 18, il est très long, il parle essentiellement de l'enseignement. Et enfin, l'article 31. Les États partis reconnaissent à l'enfant le droit au repos et au loisir, excusez-moi, ma page est pliée, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge, et de participer librement à la vie culturelle et artistique, etc., etc. Il m'a semblé que ces 4 points-là pouvaient éclairer notre prospective. Ce sont les 3 P des droits de l'enfant: protection, prestation, participation. La protection, en général, on n'a pas de souci avec ça. On veut bien protéger les enfants. En même temps, on entend bien ce que disait Robin ce matin de la protection à la toxicité symbolique.
La prestation, eh bien, c'est sans doute ce que nous allons devoir à faire tous ensemble en bâtissant des propositions pour tous ces enfants-là. N'oublions pas la participation. Nous avons bien entendu ce matin que faire pour les autres sans les autres, c'est souvent faire contre les autres. Et s'agissant d'enfants, il ne s'agit pas de faire pour eux sans eux, sinon on fera contre eux. J'ai trouvé intéressant aussi que nous puissions redéfinir ce qu'est l'éducation artistique. Alors déjà, dans l'intitulé, ce n'était pas éducation artistique, c'était pratique artistique, mais vous avez aussi soigneusement évité le mot culturel, et je ne trouve pas ça trop mal, dans la mesure où, en fait, de mon sens, tout est culture. Toute éducation, dirait Jérôme Brunner, est entrée dans la culture. C'est bien ce que nous avons évoqué sur la question de entrer en civilisation. Tout acte, tout artefact humain fait pour réussir à vivre ensemble et répondre par des actes symboliques aux questions non résolues est culture. Donc parlons plutôt d'éducation artistique et d'art. Distinguons effectivement, pour être clair, l'éducation artistique des enseignements artistiques. Les enseignements artistiques en tant que tels déjà recouvrent deux réalités. Il y a les enseignements artistiques au sein de l'école, et ça recouvre effectivement l'éveil musical et les arts visuels qui concernent des champs obligatoires, qui donnent lieu dans la formation des enseignants, en tout cas du second degré, à des formations spécifiques, à des CAPES, à des agrégations, etc. Donc ce sont les enseignements artistiques. Les enseignements artistiques, chez vous, les musiciens, c'est ce qui se passe dans les conservatoires. Ce sont encore d'autres enseignements artistiques que ceux de l'école. Souvent, on confond tout cela. L'éducation artistique dont nous parlons est autre, en tant qu'elle, je vais le développer un petit peu, elle mobilise un champ plus large, et surtout elle mobilise, à l'école en tout cas, mais hors l'école aussi, des champs artistiques beaucoup plus nombreux. On parlera de théâtre, on parlera de poésie, on parlera de danse, on parlera d'architecture, voilà, etc. Effectivement, le plan d'Antasca avait su mettre en valeur la multiplicité, la diversité des champs artistiques. Quand nous parlons d'éducation artistique, on y travaille depuis un petit moment, on arrive à peu près à se mettre d'accord sur ses composantes. Il en a été question un petit peu tout au long de la journée, je vais essayer de les reprendre en espérant que nous puissions être d'accord, on n'est pas obligé. Aucune de ces composantes n'est suffisante, toutes entretiennent entre elles des relations dialectiques. La rencontre avec les œuvres est indispensable à tout processus d'éducation artistique pour qu'il y ait des émerveillements, pour qu'il y ait des chocs, pour qu'il y ait peut-être des rejets, pour qu'il y ait des questionnements et pour que l'enfant entre en relation avec des actes artistiques inouïs. Quand on parle de rencontre avec des œuvres, on l'a bien entendu cet après-midi, c'est pas seulement le moment de la rencontre où un enfant se trouve dans un musée ou devant une performance ou assis dans une salle, c'est aussi tout ce qui se passera en amont pour mettre en appétit, créer une raison d'attente, et tout ce qui se passera après sur la réception de l'œuvre. Le deuxième point est la pratique artistique. C'était l'objet de notre propos, mais on a bien vu que les autres champs, les autres composantes entrent quand même en jeu dans cette journée. La pratique artistique, c'est l'expérience sensible de l'intime, vous avez beaucoup insisté, mais aussi qui permet d'entrer dans l'expérience sensible de l'universel et de se savoir raccrocher à des questions universelles, à des questions existentielles, à les questions qui font tout humain, y compris un enfant de 2 ans ou de 3 ans. C'est aussi le processus de la pratique artistique qui affirme la créativité comme pulsion vitale. Ne l'oublions pas, ce n'est pas de l'occupationnel. Là, je le dis au sens de Winnicott sur la créativité qui est constitutive de chaque humain et qui est vitale. Et ce n'est pas les loisirs créatifs, la créativité, c'est le désir d'avancer dans sa vie. On rangera aussi, et je ne sais, voilà, ça va peut-être venir après, et maintenant qu'allons-nous faire ?
la question quand même de la construction des connaissances. Pas la transmission des savoirs, la construction des connaissances par chaque enfant, les capacités de recul, les capacités d'analyse, de comparaison, et du coup la reconnaissance des ressemblances et des différences dans le temps et dans l'espace. La construction des connaissances, c'est ce qui permet, à mon sens, d'élaborer la connaissance de l'altérité, de ce qui est autre. L'art, l'éducation artistique, ça sert beaucoup, enfin ça provoque ça. Et puis, on en a aussi parlé, la question de la mise en projet et de la futurisation, pris du point de vue, là aussi, de certains psychanalystes. C'est-à-dire que l'enfant se sache futuriser, inscrit dans la chaîne des humains. Il y a eu des humains avant lui, il y aura des humains après lui, et lui, par son existence, il contribue au déroulement de l'humanité. Ça aussi, l'art le provoque, cette conscience forte-là. Et le dernier point, en plus de ces 4 points, il y en a encore 2, qui je crois nous importent beaucoup, c'est la question du collectif. C'est la question de la dynamique, de l'agir ensemble. On sait tous, c'est une banalité, ce qu'a été la crise de l'après-Auschwitz. Et on sait tous que l'on peut être très cultivé et être barbare. Et donc la question du collectif est de faire avec les autres, pour les autres, de construire sa place en faisant place aux autres, est une question déterminante dans l'éducation artistique. Et ce n'est pas pour rien non plus que nous choisissons de ce fait des pratiques qui contiennent cette dimension. La pratique de la musique en ensemble, la pratique du théâtre, mais aussi certaines pratiques d'art visuel qui convoquent le collectif. Le dernier point qui nous a toujours semblé fondamental et qui est un point qui va être bien chahuté, là, parce que nous venons d'endroits et de lieux de réflexion et de pratiques et d'actions où nous le défendons très fort, c'est la question du partenariat et de la présence des artistes. Voilà, on a toujours défendu, à l'intérieur de l'école notamment, que la question de l'éducation artistique appelait la présence de l'artiste, peut-être pas sur toute la durée du projet, mais au moins l'artiste venait à certains moments rejoindre le projet pour le nourrir, pour le turbuler, pour le faire rejaillir, pour l'emmener là où on n'irait pas tout seul, parce que les artistes savent faire cela. Donc ça va être une question pour nous, puisqu'on entend bien que la question d'étape ne va sans doute pas permettre la présence de binômes avec une présence d'artistes pour les questions organisationnelles, et puis peut-être parce qu'on n'a pas assez d'artistes. Eh bien oui, tout simplement. Sur ces 4-6 points, là, vous voyez, ce qui me semble important, je ne sais pas vous, c'est que résolument, nous nous refusions à toute partition et à toute fragmentation. Il y aurait un grand danger à dire, par exemple, que l'école, c'est le lieu de la construction des connaissances, mais que la pratique, c'est le lieu hors l'école. Je crois qu'il nous faut réfléchir à des formes de travail où les 4 composantes peuvent se trouver dans le temps de l'école et hors le temps de l'école, sur le temps dit plus informel. Ces 4 points-là, vous voyez, je me demande si sur la question de la formation, on n'aurait pas intérêt à ce qu'on ne soit pas simplement dans des espaces où nous allons discuter et élaborer, mais où ce ne serait pas intéressant que chaque adulte qui se trouve à la rencontre et en accompagnement de ces enfants qui vont entrer en éducation artistique, eux-mêmes puissent vivre au moins une fois ce qu'est un processus d'éducation artistique. Ce qui serait peut-être même intéressant, ce serait que les enseignants et les personnes qui vont avoir la belle charge d'accompagner ces enfants pendant l'étape les vivent ensemble. Pourquoi pas des formations croisées où enseignants et, comment on va dire, facilitateurs, animateurs, on garde facilitateur, vivraient ensemble avec un ou des artistes, des processus,
pour comprendre dans leur propre, pour éprouver tout ce que cela signifie de rencontrer une œuvre, de pratiquer, de se bâtir une intelligence collective et une connaissance collective, et pour se mettre en projet de ce qu'on a à bâtir là désormais les uns et les autres pour construire l'aménagement des rythmes de l'enfant. Les enjeux seraient les mêmes pour les adultes qui peuvent l'être pour les enfants. Les enjeux de l'éducation artistique, la présence à soi, la présence aux autres et la présence au monde, soit habiter le monde. Les questions de la langue auxquelles on est très attaché, même si la musique, bien sûr, et les arts visuels aussi. La langue, mais aussi dans d'autres arts, construire le rapport à la polysémie, le rapport et l'amour de l'étrangeté, et donc de l'étranger. La place du monde sensible pour les adultes qui vont accompagner ces enfants. On nous rappelait récemment que savoir et saveur ont la même origine étymologique, que émotion et émeute ont la même origine étymologique, et que ce monde sensible, et ça me paraît assez déterminant, est la capacité, par l'éducation artistique, de construire ce qu'on appelle la pensée divergente. C'est-à-dire, à une question posée, il n'y a jamais une seule bonne réponse apportée d'en haut. À une question posée, il y a autant de réponses qu'il n'y a de groupes humains, y compris un duo ou un trio ou une classe, pour bâtir la réponse qui lui convient. En termes de citoyenneté, c'est assez important. C'est aussi la capacité d'avoir recours, l'aménagement des rythmes scolaires, dans l'école et hors l'école, aux intelligences multiples, dont vous avez sûrement entendu parler. Alors en général, il y en a 8, j'en oublie toujours une, vous allez m'aider. Il y a la verbo-linguistique, la logico-mathématique. Ces deux-là sont très mises en valeur. Mais il y a aussi l'intelligence musicale et rythmique. Et il y a l'intelligence visuelle. Et il y a l'intelligence naturiste, c'est celle qui permet de capter et de concevoir la compréhension du monde à partir de la nature. Il y a l'intelligence kinesthésique qui va du petit geste jusqu'à la danse ou jusqu'à la performance sportive. J'en suis à combien là? 6? Super. Heureusement que vous étiez là, ça m'a maintenu. Voilà. Et il y a les deux dernières intelligences très intéressantes. L'intelligence intrapersonnelle, c'est celle de se connaître soi-même, celle de connaître ses émotions pour pouvoir les vivre, celle de connaître ses ressources, celle de se connaître soi-même. Et il y a l'intelligence interpersonnelle qui travaille sur l'empathie. Et je me dis que si on bâtissait des projets qui prennent appui sur ces 8 intelligences et qui les mettent toutes en œuvre, sans doute gagnerions-nous dans la question d'aider les enfants à entrer en civilité. Je ne vais pas prendre d'exemple parce que sinon je vais déborder le temps, mais vous avez cité là des exemples de mise en œuvre. J'en ai en tête de projets que nous conduisons de l'intérieur de l'école, école en poésie avec le Printemps des poètes, TA qui est une action en faveur de la rencontre entre les écritures théâtrales contemporaines et les enfants à l'école avec des théâtres et des compagnies et des auteurs bien sûr. Je pense aussi à École au cinéma avec nos amis d'enfants de cinéma, je pense aussi au projet de littérature, je pense au projet de danse, qui sont des longs projets qui s'inscrivent dans le temps et à l'échelle de la classe entière. On est en train de commencer à penser à tout ce qui pourrait être des rejaillissements de ces projets sur des temps plus courts, sur des séquences plus courtes, de telle sorte qu'en fait on ait une irrigation dans les deux sens. C'est-à-dire que ce qui se passe hors temps scolaire puisse aussi nourrir et revenir à l'intérieur de la classe. Je ne vous parle que de projets, bien sûr, non pas d'une école fermée, mais d'une école ouverte.
Ne cédons rien. Ne cédons rien sur les exigences de l'éducation artistique. Prenons, dans tout ce que nous savons faire, le meilleur pour construire le meilleur. Nous avons tous des trésors, des talents, des expériences réussies. Prenons le meilleur pour bâtir le meilleur. Et puis, soyons des passeurs d'inaccoutumance, dirait le poète. Faisons alliance en tant que passeurs d'inaccoutumance, en toute responsabilité, pour l'intérêt supérieur des enfants. Établissons, c'est sûr, vous l'avez commencé, une vision claire de ce que nous voulons pour ces enfants-là, avec ensuite des visées explicites et évolutives, souples, ne figeons rien, mais construisons. Œuvrons, bien sûr, à la transformation et à l'élévation, dirait Robin, des personnes enfants, en plein accord avec eux, tous ensemble, si c'est possible, non sans doute sans turbulence, il y en aura. Jouons la lucidité, jouons la clairvoyance, quand même jouons l'optimisme et jouons la créativité. Merci.